Salut à tous, c'est Nico, et aujourd'hui on va jeter un coup d'œil au codex Chevalier du Chaos, avec quand même pas mal de changements sur les profils, 4 détachements, et surtout une nouvelle unité aussi, mais des changements dans la règle d'armée, des changements dans les profils qui vont beaucoup impacter comment vous jouez cette armée. Je vais essayer de vous trouver les coups en points parce que je pense que ce codex n'a aucun sens si vous n'avez pas les points de lancement. Si vous essayez de le jouer avec les points actuels de l'index, je pense que c'est un désastre, mais il est fort probable que les points aient baissé, et donc d'ici à ce que vous voyez cette vidéo, normalement j'aurai les points des unités au moins pour vous montrer tout ça. Alors le premier gros changement, c'est les changements sur les profils. Il y a une perte d'un point d'endurance sur tous les profils, mais une hausse de points de vie, et aussi une baisse d'OC, notamment sur les dogs. Les dogs passent endurance 9 et 14 PV, au lieu de mémoire endurance 10 et 12 PV, et ils passent OC 6 au lieu de OC 8. Les gros chevaliers passent endurance 11 au lieu de 12, mais passent à 26 PV et sont OC 10, et le tyran, qui est le plus gros chevalier, est endurance 12 avec 28 PV. Alors évidemment, endurance 9 et 11, c'est nettement moins bien que endurance 10 et 12. Ça veut dire que maintenant, si vous tirez sur un petit, sur un dog, vous le blessez à 5+, avec des bolters lourds, vous les blessez sur des 4+, avec quasiment tout ce qui est fuseur, vous blessez les gros chevaliers sur des 5+, avec des plasmas taux de force 6, avec des armes de force, qui sont souvent force 6, avec des lance-flammes lourds. Les canons laser vont blesser les gros chevaliers à 3+, maintenant aussi, au lieu de 4. Même avec 2 ou 4 PV de plus, quand vous prenez une touche de canon laser sur 6 en plus, c'est une baisse de durabilité, clairement. Cela dit, quelqu'un a fait des jolis petits tableaux de comparaison entre l'ancien profil et le nouveau, et la différence que ça représente. Et du coup, pour les dogs, c'est un net nerf. Ils perdent en survivabilité contre les bolters lourds, contre les armes énergétiques, contre les autocanons, contre les fuseurs, contre les missiles crack de force 10. Ils s'en sortent un petit peu mieux contre les armes de type bolter et les armes à haute force, type canon laser, puisqu'en fait, concrètement, le canon laser les blesse aussi facilement qu'avant, mais ils ont plus de PV, donc ils résistent un petit peu mieux. Et puis les armes de type bolter et autres, là encore, les blessent de toute façon toujours sur des 6, mais comme ils ont plus de PV, ils résistent un petit peu mieux. Donc en gros, la petite infanterie de base va être plutôt moins efficace contre vos dogs, mais par contre, les armes spéciales dont beaucoup d'unités disposent, comme par exemple des meltas, des fois un canon laser ou une lance des ténèbres ou un lance-missile, et bien ces armes spéciales vont dégager les dogs plus rapidement qu'auparavant. Au global, c'est probablement un nerf pour les dogs. Par contre, pour les chevaliers, c'est un buff. On pourrait penser que ça l'est pas, mais c'en est un. Ils survivent mieux à quasiment toutes les catégories d'armes, sauf ce qu'il y a des blessures dévastatrices et les armes anti-véhicules lourds type canon laser. Ça peut paraître alarmant comme ça en se disant bah oui mais en même temps mon adversaire il me tirait déjà dessus avec des canons laser donc je vais mourir encore plus vite. Mais en fait si vous réfléchissez, dans les parties où vous savez pas qui vous affrontez, vous amenez, je sais pas, moi j'amène une liste Space Marines, je sais pas si je vais affronter des Space Marines, des Drukhari ou des Chevaliers. Je prends une liste équilibrée, j'ai un peu d'anti-véhicules mais j'ai pas que ça. Et dans ce cas-là, les Chevaliers du Chaos seront plus solides, parce que la liste ne sera pas optimisée anti-véhicule spécifiquement, et la majeure partie de mes armes sera moins efficace sur les gros, par contre, un petit peu plus efficace sur les petits. Par contre, dans des parties amicales où vous savez que vous allez affronter des chevaliers du chaos, là vous allez prendre méga cher parce que l'adversaire il va amener tous les fuseurs qu'il peut ou les équivalents fuseurs pour sortir vos dogs et il va amener tous les canons laser ou équivalents canons laser que quasiment toutes les armées ont et ils vont vous sortir vos gros à la place. Donc au global, pour les gros c'est plutôt un buff, mais là encore c'est une armée qui est toujours polarisée. Si votre adversaire sait ce qu'il affronte, vous avez globalement quand même beaucoup moins de chances de vous en sortir. On va passer maintenant à la règle d'armée qui a changé aussi. Alors ce qui n'a pas changé, c'est la règle marcheur super lourd. Vous gardez ça, donc les gros chevaliers du chaos, seulement les titanesques, peuvent traverser les figurines, amis ou ennemis hors titanesques, mais ne peuvent évidemment pas finir leur mouvement à portée d'engagement. Ils peuvent aussi traverser les terrains de 4 pouces ou moins de haut, et aussi les terrains de 4 pouces ou plus, mais dans ce cas-là, vous jetez toujours un dé, et sur un 1, votre gros est ébranlé. Donc vous passez toujours à travers les murs. Ça ne concerne évidemment toujours que les mouvements normaux d'avance et de retraite, et pas les charges. Maintenant, votre règle d'armée elle-même, elle a changé. Ça s'appelle Messager de l'effroi, et vous allez toujours commencer toutes les parties avec une aptitude. Il y a 7 aptitudes dans cette règle, et vous allez en gagner au fur et à mesure que la partie avance. Vous commencez toujours avec la même, qui est une aptitude qui réduit le commandement ennemi à 9 pouces de 1 autour de tous vos chevaliers du chaos.
Et ensuite, au premier tour de la bataille, au premier round de la bataille, au troisième round et au cinquième round, vous allez soit choisir à la main, vous choisissez celui que vous voulez, un bonus parmi les 6 restants, ou alors vous essayez d'en obtenir 2 en jetant des dés, et donc le résultat que vous aurez sur ces dés vous donnera les bonus que vous gagnez. Par contre, attention, si vous faites des doublons sur ce jet de dés ou des doublons par rapport à ce que vous aviez déjà gagné, et ce doublon n'a pas d'effet et vous n'avez pas le droit de relancer le dé jusqu'à tomber sur un truc que vous aviez pas. Donc vous pouvez en gagner 2, mais vous pouvez aussi tomber sur ceux que vous aviez déjà et du coup ne rien gagner du tout. Donc ces bonus, le premier c'est la terreur mortelle, c'est celui que vous avez tout le temps, c'est -1 au commandement à 9 pouces de vous. Le deuxième c'est désespoir, vous réduisez le command ennemi à 9 pouces de 1 encore, ça se cumule avec le précédent, donc si vous prenez cette aura, à 9 pouces de tous vos chevaliers, l'ennemi aura -2 à son commandement, ce qui commence à faire des tests d'ébranlement vraiment compliqués. Vous avez ensuite damnation, qui vous donne +1 pour blesser contre les unités ennemies ébranlées. Vous avez ensuite obscurité, les attaques qui sont faites par des unités ébranlées vous touchent à -1, mais aussi les attaques qui sont faites par des unités à 18 pouces ou plus de vous ont -1 pour vous toucher. Ça, c'est probablement l'aptitude que vous allez toujours choisir au premier tour de la partie, pour pouvoir, au premier round, pour pouvoir vous exposer et prendre moins cher pour éviter de vous faire dégager un chevalier direct à la première phase par des coups de canon laser. Vous mettez un joli petit -1 dès le début quand l'ennemi est loin de vous. Ensuite, vous avez désarroi, les unités ennemies qui sont en dessous de leur force de départ et à 9 pouces de vous doivent faire un test de commandement, donc il sera forcément à -1 et peut-être à -2 si vous avez pris l'autre aura. Ensuite, vous avez Délirium. Quand une unité ennemie qui est sous sa demi-force est à 9 pouces, à chaque fois qu'elle rate un test de commandement, elle subit un test d'ébranlement, elle subit un des 3 blessures mortelles. Et enfin, on a Domination qui rajoute 3 pouces à la portée des auras de toutes les figurines de votre armée. Donc ça marche évidemment pour toutes ces auras qui sont listées ici, donc ça veut dire que vous réduisez le commandement ennemi à 12 pouces au lieu de 9, mais ça marche aussi pour toutes les aptitudes natives des gros chevaliers qui vont gagner 3 pouces, donc pour les passer soit à 9, soit à 12 aussi. Personnellement, je ne suis pas fan de cette règle d'armée. Choisir un bonus ou tirer au dé un bonus tour 5, en général, au tour 5, la partie elle est pliée, donc le bonus que vous allez gagner, il va concrètement jamais servir à grand chose, ou quasiment jamais servir à grand chose. Au total, si vous les choisissez à la main, vous aurez que 4 de ces bonus. Vous avez le premier que vous avez tout le temps, et ensuite vous avez 3 rounds où vous en choisissez un. 4 de ces bonus, c'est pas mal, mais bon, vous allez prendre le -1, vous allez sans doute augmenter le commandement de l'ennemi pour qu'il soit vraiment à -2, vous allez prendre le truc pour forcer les tests d'ébranlement, parce que sinon, concrètement, les malus de commandement servent à rien, et voilà, après, vous avez le choix entre un truc probablement le +1 pour blesser aussi, et voilà, et bon, c'est pas merveilleux comme règle d'armée, faut être honnête, Et si vous tirez au dé, vous pouvez espérer tomber sur les 7 bonus au total, mais il va falloir éviter les doublons, et c'est pas évident, puisque vous n'avez pas le droit de relancer le dé. Donc ça reste thématique, évidemment, quand vous voyez une armée de chevaliers du chaos qui avance vers vous, qui traverse les murs, des trucs énormes, qui font des sonneries horribles, et qui émettent une aura atroce, oui, ok, ça fait peur, mais ça manque clairement de fun et de boost pour ces unités. Il y a des match-ups dans lesquels cette règle fera jamais rien, comme avant. Si vous affrontez des tyrannides, ils font des tests de morale à 3d6, même avec un -2, ils vont pas rater grand-chose. Ou alors, vous affrontez des armées comme la garde impériale, et là, ils vont faire des tests à -2 partout, et ils contrôleront jamais leur primaire, et ça va être pénible à jouer. Bon, j'aime pas ces mécaniques d'ébranlement, 10ème édition, là, ça joue que là-dessus. Je trouve que c'est dommage, personnellement j'aime pas, bon si vous êtes fan de ces mécaniques c'est super, mais moi personnellement je trouve que c'est vraiment pas terrible comme règle d'armée. On passe maintenant au détachement. Le premier, c'est la lance Trétoris, c'est un peu votre détachement d'index, sauf qu'au début du premier round, maintenant, vous pouvez choisir une aptitude d'effroi supplémentaire. Donc vous commencez la partie avec 3 aptitudes au lieu de 2. Vous avez la première que tout le monde a tout le temps, et ensuite vous en choisissez 2 dans la table, puisque vous avez le droit normalement d'en prendre un au premier round, mais là vous en prenez une deuxième. Attention par contre, vous pouvez pas la choisir aléatoirement, vous n'avez pas le droit de décider de jeter 2 dés pour essayer d'en avoir 2, c'est bien une seule que vous devez choisir. Donc vous pouvez jeter 2 dés pour votre première aptitude de premier battle round, mais par contre celle que vous rajoutez avec la règle de détachement, vous devez la choisir à la main. À mon avis, on choisira le -1 pour être touché à 18 pouces et le +3 pouces aux auras.
Moi, ce que je recommanderais du coup, c'est de jeter 2 dés au premier battle round. Vous prenez les 2 bonus, bon, sauf si vous n'avez pas de chance et que vous faites un double, mais vous prenez les 2 bonus sur lesquels vous êtes tombé, et avec ce détachement, vous rajoutez ce qui vous manquerait potentiellement. Si vous n'avez pas le -1 pour être touché à 18 pouces, vous le prenez. Sinon, vous prenez à la main le +3 pouces aux auras et le -1 pour être touché à 18 pouces. Comme ça, vous avez déjà, entre guillemets, des aptitudes qui boostent toute votre armée dès le début. On passe aux stratagèmes. Alors une partie sont similaires à ceux de l'index. Vous avez toujours les ptérombres qui, pour un point de commandement, après qu'une unité ennemie ait raté son test d'ébranlement, une unité chevalier du chaos qui est à 12 pouces de cette unité peut jeter 6d6 et sur chaque 4+, vous faites une blessure mortelle et vous récupérez un point de vie perdu. Ce stratagème est maintenant limité à une seule fois par round de bataille. C'est très utile pour regagner quelques PV, infliger en moyenne 3 blessures mortelles sur un ennemi. Je rappelle que les chevaliers peuvent faire aussi des attaques de char, qui du coup vont jeter leur endurance, donc 9 ou 11 dés. Donc vous allez quand même pouvoir dégommer assez facilement un véhicule ou un monstre abîmé avec ces 2 stratagèmes. Par contre, évidemment, il faut que l'unité ennemie ait raté son test d'ébranlement, donc il va falloir que votre règle d'armée aille faire proquer ce petit bonus. Ensuite, vous avez une longue laisse, celui-là il est vraiment très bien. Vous choisissez une figurine turpide de votre armée, donc c'est tous les gros chevaliers sauf le tyran, il me semble, et vous ciblez aussi 3 dogs. Jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, les dogs comptent comme étant à portée des auras du chevalier turpide. Donc vous pouvez donner l'aura de +1 en PA du chevalier ruinator, ou la relance des 1 pour toucher d'un saccageur, d'un profanateur, ou des bonus à l'OC et au commandement sur je sais plus quel est le chevalier qui donne ça. Donc bon, ça vous permet d'avoir pour un PC un choix de boost en fonction de ce que vous avez mis sur la table, donc c'est toujours un bon stratagème. Ensuite, on a Conquérant sans merci. Pour un point de commandement, en phase de corps à corps, un chevalier du chaos qui a chargé va gagner +1 à sa PA. Et s'il a détruit une unité ennemie ou plus à cette phase, chaque unité ennemie à 6 pouces doit faire un test d'ébranlement. Donc là, vous allez pouvoir potentiellement passer des carnivores en PA à -3 ou -4 en fonction du profil que vous choisissez, voire -4 ou -5 si vous avez le bonus de +1 à la PA d'un chevalier ruinator. Ou alors les gros vont passer sur des PA -4, -5 assez facilement, ce qui rend leurs attaques sweep aussi plus intéressantes, hein, les attaques qui ont le plus de volume d'attaque. Pour laver entièrement des packs d'infanterie type Space Marines, vous avez envie de les mettre sur une 6+, ou sur pas de sauvegarde du tout, et donc le bonus à la PA, vous êtes carrément à faire en sorte que chaque attaque dégage vraiment une figurine sans vous poser de questions, et ça vous permet de vous libérer par exemple d'un cordon, ce genre de choses. Ou ça vous permet d'exploser un véhicule ou un monstre qui n'a pas d'invulnérable en le faisant passer sur une 6+, ou sur pas de sauvegarde du tout. Donc toujours excellent stratagème. On a ensuite avance impérieuse pour un point de commandement en phase de mouvement ou de charge. Vous pouvez choisir jusqu'à 2 dogs ou un seul gros chevalier. Ils ont le droit de traverser les unités ennemies, de traverser les murs, sans risque d'être ébranlés, et ils réussissent aussi tout test de fuite désespéré. Alors vous allez me dire, les gros ils traversent déjà les murs. Oui, mais ils le traversent qu'en phase de mouvement. Là, ça vous permet de faire charger un gros à travers un élément de terrain. Ça vous permet aussi de donner la règle, en gros, marcheur super lourd à 2 dogs sans risquer qu'ils soient ébranlés. Et si vous êtes engagé au corps à corps et que vous êtes ébranlé, ça vous permet aussi de vous barrer sans risquer de perdre un chevalier sur un mauvais jet de dés. Donc toujours très utile comme stratagème pour vraiment vous assurer que vous allez impacter là où vous avez besoin d'impacter. On a ensuite le mépris des faibles. Pour un point de commandement, vous gagnez un insensible à 6 ou un insensible à 5 contre les attaques faites par des unités ébranlées. C'est que en phase de corps à corps. C'est très pratique, vous avez beaucoup de points de vie, vous avez encore plus de points de vie qu'avant, donc l'insensible à la douleur il est encore plus intéressant, annuler 1 dégât sur 6 ou 2 dégâts sur 6, c'est toujours très bon à prendre. Pourquoi est-ce que c'est toujours qu'en phase de combat, sachant que la plupart des gens vont avoir envie de vous sortir en phase de tir? Bon, c'est un peu dommage, ça aurait été bien de l'avoir en phase de tir aussi, et pas que en phase de combat, mais bon voilà, pour l'instant c'est ça que vous avez. Et enfin, on a Tempête d'Obscurité pour un point de commandement en phase de tir ennemi. Une unité Chevalier du Chaos qui se fait tirer dessus va gagner Discrétion et le bénéfice du couvert. Donc en gros, ça vous donne la règle fumigène, mais pour vos Chevaliers du Chaos. Ils n'ont pas voulu leur mettre le mot-clé fumigène pour que ça soit un stratagème limité à ce détachement-là. Ok. C'est utile si vous n'avez pas déjà le bonus de -1 pour être touché à 18 pouces, si vous n'avez pas déjà choisi cette règle, ou si vous n'êtes pas tombé dessus en tirant les dés, ou alors si l'ennemi s'est approché plus près de vous que ce que vous auriez voulu pour vous mettre un coup de fuseur, -1 pour être touché, ça stabilise un petit peu, ça déstabilise un petit peu en tout cas l'ennemi, et puis le couvert vous permet aussi de potentiellement réduire un peu la PA. Toujours intéressant, mais bon, voilà, c'est dommage qu'ils aient pas juste donné le mot-clé fumé au chevalier, honnêtement, parce que ça serait logique.
Au niveau des améliorations, alors si j'ai trouvé les points, ils seront affichés là, je les mettrai par-dessus la présentation. Sinon, bon, bah, de toute façon, ça aura pas forcément beaucoup d'impact. En faisant des listes Chevalier du Chaos, vous aurez systématiquement quelques points en rab pour prendre des améliorations. Donc vous avez Maître des Cauchemars, ça force un test d'ébranlement sur les unités au corps à corps au début de la phase de corps à corps. Donc en gros, toutes les unités ennemies qui sont au corps à corps du porteur font un test d'ébranlement. C'est très utile, parce que si vous chargez quelque chose, potentiellement vous l'ébranlez, donc il se met pas de stratagème. Ou alors vous aviez besoin de reprendre un objectif ennemi, mais vous avez pas l'OC, parce que votre OC a un peu baissé, notamment sur les petits. Donc vous vous assurez que vous avez ébranlé la cible de la charge. Vous pouvez pas le mettre sur les petits sont plus personnages du tout, mais vous pouvez le mettre sur un gros et avoir mis un petit à côté, où vous pouvez juste avoir besoin de 12 d'OC, vous avez que 10, vous ébranlez l'ennemi, comme ça vous reprenez l'objectif et ça fonctionne. Ensuite, on a l'ombre du tyran. À la fin de la phase de commandement, vous choisissez un objectif qui est contrôlé par le porteur et sur lequel évidemment le porteur se trouve. Ce marqueur va devenir sticky, en gros, donc il va rester sous votre contrôle jusqu'à ce que l'adversaire le reprenne. Et en plus, cet objectif va donner les auras de votre règle d'armée. Donc ça veut dire qu'il va réduire le commandement ennemi à 9 pouces de l'objectif, et il va aussi faire des blessures mortelles potentiellement si l'ennemi rate ses tests d'ébranlement à proximité. Donc ça peut être intéressant, c'est pas un mauvais truc, ça vous permet de libérer un objectif avec un gros chevalier en vous assurant que vous le gardez sous votre contrôle, c'est toujours bien. Vous avez ensuite l'héraldique maléfique. Quand vous allez jeter les dés pour obtenir 2 aptitudes d'effroi, vous allez relancer un ou les 2 résultats tant que le porteur est sur la table. En gros, vous allez prendre à chaque fois, puisque vous allez à chaque fois essayer d'aller chercher vos bonus aléatoirement, notamment au premier round de bataille, où vous avez envie d'en prendre 2, et ensuite rajouter le petit que vous avez le droit de choisir grâce au détachement, pour commencer la partie avec 4 aptitudes au total, celle que tout le monde a, plus 2 tirées au dé plus 1. Bon si vous pouvez relancer un ou plusieurs des dés pour éviter de tomber sur des doubles, c'est toujours très bon, donc ça, systématiquement, ça sera dans votre liste. Et ensuite, on a le voile de Medrangarde. Vous gagnez une invulnérable à 4+ contre les tirs et à 5+ contre les attaques en mêlée. Bon, ça c'est pareil, vous le prenez systématiquement pour avoir un gros chevalier encore plus résistant. Vous avez une invulnérable à 5 contre les tirs, mais pas d'invulnérable au corps à corps. Donc vous protégez des corps à corps avec une invuln à 5, c'est bien. Et passer en 50-50 pour sauvegarder les tirs, c'est toujours très très bon aussi. Donc ça, systématiquement dans votre liste. Bon, je pense que c'est un bon détachement, c'est celui de l'index mais révisé pour coller à la nouvelle règle d'armée avec quelques changements de stratagème. Vous allez pouvoir spammer vos aptitudes d'effroi dès le début de la partie, vous allez en plus avoir la relance des dés et cette aptitude bonus qui va vous permettre vraiment d'aller chercher beaucoup de bonus dès le début. Maintenant, les bonus restent quand même des trucs liés à l'ébranlement qui sont pas merveilleux. Vous avez quand même de bons stratagèmes, des outils pour traverser les murs avec les petits ou pour charger à travers les murs. Vous avez des blessures mortelles à la demande si l'ennemi est ébranlé. Vous avez de la réduction de la touche ennemie, vous avez de la PA en bonus. C'est sympa, je pense que c'est le détachement qui vous permet de tout jouer. Je pense que c'est efficace. C'est pas le meilleur détachement du codex, mais il est bien. Ensuite, on a les Seigneurs de la Terreur. Ça, c'est votre détachement avec que des gros. Vous avez envie de jouer que des gros, puisque les personnages Chevaliers du Chaos vont gagner 2 d'OC, donc ils vont passer OC 12. Et une fois par round, vous pouvez utiliser un des stratagèmes du détachement pour 0 PC si votre seigneur de guerre est toujours sur la table, et ce stratagème vous permet de rendre un objectif sticky en lui mettant une valeur d'OC de 5. Ce qui veut dire que l'adversaire peut pas juste mettre un orteil sur l'objectif pour vous le reprendre, il doit amener au moins 6 d'OC pour le reprendre. Avec 5, il le conteste, et avec 6, il le reprend. Donc, c'est intéressant. La règle est malheureusement indispensable en fait pour qu'une armée de gros chevaliers, où il y a que des gros chevaliers, pour que ça serve à quelque chose. Elle booste pas du tout votre armée, enfin le fait d'avoir 12 d'OC au lieu de 10, il y a quand même pas beaucoup de cas où ça va être super intéressant, puisqu'en général quand vous arrivez sur un objectif, soit vous avez chargé l'ennemi et il est probablement très très mort, soit vous lui avez tiré dessus avant et il est probablement très très mort. Donc bon, l'intérêt me paraît mitigé. Maintenant, le fait de pouvoir sticky les objectifs, c'est bien, c'est indispensable pour jouer cette armée. On aurait quand même préféré un boost peut-être aux dégâts ou à la résistance, parce que là, c'est un peu dommage. Pour les stratagèmes, on a saisie pour les dieux noirs, donc ça pour un point de commandement, au début de n'importe quelle phase, un personnage chevalier du chaos peut rendre un objectif sticky, donc ça veut dire qu'en gros, il reste sous votre contrôle jusqu'à ce que l'adversaire le reprenne, sauf que là, l'adversaire, il doit mettre 5 ou plus d'OC pour le reprendre. Enfin d'ailleurs, il doit mettre 6 d'OC du coup, puisqu'il ne vous reprend cet objectif que quand il dépasse ce niveau de contrôle de 5.
Donc, n'importe quelle petite unité mobile de 5 figurines qui sont au C1, vous le reprendront pas. Il faut amener des unités de ligne, un Rhino vous reprend pas l'objectif, une petite unité de 5 mecs à jetpack vous reprend pas l'objectif, il va falloir amener de la vraie infanterie ou des unités de ligne pour récupérer l'objectif, et du coup, vous êtes quand même un peu tranquille sur des frappes en profondeur d'unités de 5 bonhommes, voilà, ça suffit pas, il faut qu'il rajoute un dossier encore en plus pour venir vous le reprendre, sinon il vous le conteste juste, il vous empêche de le marquer, mais lui il le marque pas. Très bon stratagème, et le fait de pouvoir le faire gratos une fois par round, c'est quand même vraiment pas mal. Ensuite, vous avez écrasé comme de la vermine pour 1 point de commandement en phase de mouvement après qu'un personnage chevalier du chaos ait fini son mouvement. Ce personnage chevalier du chaos va jeter 6d6 sur une unité ennemie que le chevalier a survolée, vous avez marché au-dessus de cette unité, vous jetez 6d6, sur chaque 4+, vous faites une blessure mortelle, si ça détruit une figurine ou plus, l'ennemi doit faire un test d'ébranlement, et du coup sera probablement avec -1 ou -2 au commandement en fonction des auras que vous avez. Évidemment ça ne marche pas sur les monstres et véhicules, bon, c'est pas mal, ça vous permet d'attendrir une cible en la traversant, vous passez au-dessus d'un cordon, vous tuez 3 figurines comme ça, vous ébranlez ce cordon en plus, ça vous permet potentiellement de passer au-dessus d'un objectif et de l'unité qu'il tient, de faire des dégâts, d'ébranler cette unité pour qu'elle tienne pas les objectifs, et puis ensuite vous terminez l'unité à votre phase de tir avec ce que vous voulez, c'est toujours intéressant à voir. On a ensuite le duel titanesque, désolé pour la qualité patate des captures d'écran, comme d'habitude les gens qui leakent les choses, qui sont ma seule source pour obtenir ces informations, c'est les leaks, j'ai pas de partenariat avec Games Workshop, les gens qui font les leaks ne savent pas utiliser de caméra et ne savent pas utiliser la compression des images, donc c'est toujours dégueu. Donc duel titanesque, pour un PC en phase de tir chevalier du chaos ou en phase de corps à corps, un personnage chevalier du chaos relance les 1 pour blesser contre un monstre ou un véhicule, et si l'ennemi est titanesque, vous relancez tout le jet pour blesser. Bon, ça c'est très bien, vous allez souvent blesser les monstres et les véhicules sur des 3+, voire des 2+, donc la relance des 1 c'est très très bon pour stabiliser, et la relance totale si vous affrontez d'autres chevaliers, si vous affrontez des trucs comme des Riptide, comme des Gorkanautes, comme des Stompa, c'est toujours sympa à avoir aussi. Il est utile dans tous les cas, et il est encore plus utile si vous affrontez quelqu'un qui a des grosses figurines, donc très bien, bon stratagème. Ensuite, on a Destruction dédaigneuse pour 1 point de commandement à n'importe quelle phase après qu'un chevalier du chaos personnage ait été détruit. La destruction des phases va se déclencher sur un 4+, au lieu d'un 6. Bon, moi j'aime pas ces mécaniques où vous payez un PC pour pas savoir si ça marche. J'aurais préféré 2 PC pour une explosion automatique. Comme ça c'était cher, mais ça vous permettait de déclencher votre truc et de faire peur à l'adversaire. Là, l'adversaire prend pas de risque, il peut vous charger, il peut vous tuer votre chevalier, et il y a qu'une chance sur 2 qu'il se prenne des blessures mortelles sur votre explosion, même si c'est beaucoup de blessures mortelles. J'aime pas le côté 4+ sur ces trucs-là. J'aime pas payer quelque chose qui est pas stat. Maintenant, si vous arrivez à le déclencher, quand vous explosez, ça fait quand même mal. Vous allez faire une énorme destruction, un énorme trou dans l'unité ennemie, mais c'est qu'une chance sur 2. Ensuite, on a Chasseur de trophées pour 1 point de commandement en phase de corps à corps. Juste avant que votre personnage chevalier du chaos fasse son mouvement de consolidation, il peut consolider de 3 pouces de plus, donc il peut consolider de 6 pouces. Par contre, ça lui permet seulement d'aller engager une unité ennemie. Vous pouvez pas utiliser ces 6 pouces pour aller sur un objectif où il y aurait personne dessus. Par contre, ça force l'ennemi à pas s'étaler, à pas rester groupé, et donc ça peut toujours être intéressant pour aller choper une unité, vous venez de tuer un truc, et vous consolider de 6 pouces dans autre chose, pour le réengager au corps à corps suivant, et l'obliger à se replier, c'est toujours intéressant. On a enfin les runes de dédain, ça vous coûtera 2 points de commandement, c'est en phase de tir ennemi ou en phase de combat, dès qu'on vous attaque, en gros il y a -1 dégâts sur les attaques sur ce chevalier du chaos jusqu'à la fin de la phase. Bon, vous avez des profils qui sont à 26, 28 PV sur les gros, -1 dégâts, c'est toujours bon à prendre, on essaie de vous attaquer avec du spam de dégâts 3, soudainement c'est du dégât 2, c'est plus du tout les mêmes trucs, avec du dégât 2 ça devient du dégât 1, et puis même sur des coups de canon laser, le -1 dégâts c'est toujours intéressant à prendre de toute façon, donc normal que ça coûte cher, vu que ça dure jusqu'à la fin de la phase, ça va peut-être vous inciter à ne pas exposer tous vos chevaliers systématiquement, à voir comment vous voulez jouer, mais c'est toujours bon à avoir dans l'arsenal. En termes d'amélioration, on a d'abord le Throne Mechanicum de Crâne, le porteur peut relancer les charges, et une fois par bataille, il peut avancer
Et charger, bon bah ça vous allez le prendre systématiquement sur vos gros chevaliers de corps à corps, vous traversez les murs dans la phase de mouvement, et ensuite bah, vous avancez et vous chargez ce que vous voulez aller choper. Souvent le souci avec les chevaliers de corps à corps, c'est qu'on a du mal à les livrer dans un corps à corps, l'ennemi va tout faire pour les sortir avant, donc bah, la capacité d'avancer et de charger, c'est toujours bon à les prendre. Vous avez ensuite la lame de célérité qui va vous donner assaut sur vos armes de tir, et une fois par bataille, vous allez aussi gagner combat en premier. Bon bah ça c'est top, hein, l'ennemi ne vous chargera pas votre chevalier si vous mettez ça sur un truc un peu menaçant. Tant que vous aurez pas cramé cette amélioration, bah il va pas vous charger parce qu'il sait qu'il va se prendre une énorme bourrée dans la tronche. Donc rien que la menace contraint votre adversaire à jouer différemment, mais en plus avoir assaut, bah vous avancez en traversant les murs, puisque ça vous avez le droit de le faire, et vous tirez du coup derrière avec vos armes, donc ça vous permet de prendre de meilleures lignes de vue et d'aller vraiment impacter ce que vous voulez. Et c'est important parce que la portée de certaines armes a été réduite aussi dans ce codex. On a ensuite le chasseur du warp, le porteur a la frappe en profondeur, et une fois par bataille, il peut retourner en réserve à la fin du tour adverse. Donc ça là, on la connaissait déjà, c'est évidemment auto-include, vous le prenez systématiquement pour avoir un gros qui se téléporte et qui menace n'importe quelle unité ou n'importe quel point de la table. Quand vous en avez besoin, vous le faites arriver depuis les réserves en FEP, et ensuite vous le reprenez, vous le remettez à un endroit où vous avez besoin de tuer quelque chose. Et enfin, vous avez la carapace putride, le porteur a une sauvegarde à 2+, mais en plus, une fois par bataille, il peut regagner 1 des 6 points de vie au début de la phase de commandement de n'importe quel joueur. Donc vous pouvez le faire au début de la vôtre si vous pensez que l'adversaire va vous mettre une pile, ou en fonction de ce que vous avez fait, si vous êtes pris un tir en état d'alerte qui vous a un peu dégommé, vous le faites dès le début de la phase de commandement ennemi pour éviter de vous faire exploser votre chevalier. Et puis la sauvegarde à 2+, toujours intéressante, elle va vous permettre de plus souvent être sur une sauvegarde à 4 au lieu de passer sur votre invulnérable à 5 contre les tirs. Et puis au corps à corps, bah, c'est très utile, vous n'avez pas d'invulnérable, donc une sauvegarde à 2, c'est top. Mais vous avez encore 2 autres améliorations dans ce détachement. Alors c'est un peu étrange parce que vous pouvez toujours prendre que 3 améliorations, cette limitation n'a pas été levée, mais vous avez 6 choix au total au lieu de 4 comme dans tous les autres détachements du jeu. Pourquoi ils ont fait ça, on ne sait pas, mais vous avez plus de variété dans ce détachement pour le rejouer en tout cas. Donc vous avez ensuite le miroir des destinées, le porteur peut faire une relance de commandement gratuite par round, le stratagème relance de commandement, et en plus, une fois par bataille, il peut augmenter le coût en points de commandement d'un stratagème ennemi de 1 jusqu'à la fin de la bataille. Alors évidemment, cette règle n'est pas bonne, une data slate précédente a remplacé toutes ces règles en disant que ça devient plus 1 point de commandement, plus 1 au coût en points de commandement d'un stratagème ennemi dans une aura de 12 pouces autour de lui. Donc évidemment, ça va être modifié par ça, il n'y a pas de question, ça sera pas plus 1 point de commandement jusqu'à la fin de la partie sur un stratagème, ça sera une aura qui augmente le coût en point de commandement. Vous avez enfin bénédiction du maître noir, le porteur gagne la capacité discrétion, et une fois par bataille, il peut changer une caractéristique de dégâts en 0 sur une attaque qui devrait se prendre. Donc ça c'est très fort aussi. Alors, l'aptitude discrétion, vous pouvez déjà aller la chercher à 18 pouces ou plus avec votre règle d'armée. Maintenant, l'avoir systématiquement, c'est toujours bon à prendre, comme ça, même les fuseurs, même les choses comme ça qui seraient approchées beaucoup de vous, vous touchent moins bien. Et en plus, le changement en 0, c'est pas mal du tout non plus. Au global, j'aime beaucoup ce détachement. La règle de détachement est ok sans plus. Le plus de dossé va pas forcément jouer tant que ça dans la plupart des cas. Par contre, le sticky objectif gratos une fois par round, ça c'est vraiment bien. Et puis 6 améliorations auxquelles vous avez accès qui sont toutes très bien, qui vous donnent plus de rejouabilité. Vous pouvez vraiment jouer une armée de gros chevaliers du chaos bien boostés. C'est très bien, je sais pas si c'est le détachement le plus compétitif, mais ça vous donne ce feeling de je joue des gros robots bourrins. Maintenant, on pourrait regretter quand même qu'une partie de ces améliorations ou de ces stratagèmes ne soit pas directement incluse dans les fiches d'unité des chevaliers du chaos et qu'on ait besoin d'aller chercher une amélioration pour une sauvegarde à 2. Je rappelle que des Dreadnought Primaris, c'est une sauvegarde à 2. Pourquoi est-ce qu'un chevalier, c'est une sauvegarde à 3 ? Bon, voilà, il y a quelques trucs un peu pas très logiques toujours dans les fiches de chevalier, et c'est dommage qu'on ait besoin d'aller chercher des améliorations pour donner des trucs qu'on s'attendrait à avoir de série, mais en tout cas, avec ce codex, je trouve que ce détachement est intéressant. Ensuite, vous avez probablement le meilleur détachement du codex, qui est la lance de Dog. Au début de votre phase de commandement, vous allez choisir une unité ennemie. Chaque fois qu'un Dog attaque cette unité, si elle est visible, eh bien vous gagnez touche soutenue contre elle. Votre armée doit avoir au moins 3 unités de Dog. Les Dogs deviennent ligne, parce que oui, par défaut, ils ne le sont plus, donc vous pouvez en prendre que 3 de chaque, mais là, dans ce détachement, vous pouvez en prendre 6 de chaque, et 3 Dogs vont devenir
personnage, puisque là, par défaut, il n'y a aucun dog qui a le mot-clé personnage, donc ce détachement vous permet d'en transformer 3 en personnages et donc de leur mettre des améliorations, de les choisir en seigneur de guerre. Alors, la manière dont c'est écrit, on dit, quand vous rassemblez votre armée, sélectionnez 3 unités dog, ces unités ont le mot-clé caractère, personnage. Donc ça veut dire que vous devez choisir ces 3 personnages, vous êtes obligé. Je trouve ça un peu étonnant parce que si vous vouliez qu'un personnage avec une amélioration, vous êtes obligé d'avoir 2 autres personnages qui du coup vont donner assassinat à l'ennemi sans aucune raison. Je pense que ça sera faqué plus tard, je pense qu'il y aura une FAQ pour dire que vous pouvez choisir de 1 à 3 parce que je trouve ça bizarre que vous soyez obligé d'en prendre 3. Bon, au niveau des stratagèmes, le premier c'est affamé de combat. Pour 1 point de commandement, au début de la phase de corps à corps, vous allez choisir 2 dogs ou plus qui sont au corps à corps avec la même unité ennemie. Et cette unité ennemie évidemment, jusqu'à la fin de la phase, vos unités dog vont faire des critiques sur 5+, mais ne peuvent attaquer que cette unité. Donc en gros, ça va vous permettre de déclencher votre touche soutenue 1 sur des 5+, donc c'est très bien. Il vous faut 2 dogs au corps à corps avec la même unité ennemie, mais je pense que ça arrivera, et du coup, des touches soutenues sur des 5, sur des profils d'attaque comme ce qu'ont les dogs, c'est toujours très très bien à prendre. Donc si vous orientez votre liste vers le corps à corps, vous allez sans doute spammer ce stratagème autant que possible. Ensuite, on a le hurlement Vox, ça vous coûte 2 points de commandement. Au début de la phase de tir ou de la phase de corps à corps, n'importe laquelle, vous choisissez un personnage dog, donc un des 3 dogs que vous avez choisi en début de partie pour être votre personnage. Il va forcer des tests d'ébranlement à 6 pouces autour de votre dog, donc ça c'est bien pour déclencher votre règle d'armée. Mais en plus, tous les dogs qui sont à 6 pouces de ce personnage et qui étaient ébranlés font un test de commandement. S'ils le réussissent, ils ne sont plus ébranlé. Et vous pouvez utiliser ce stratagème une seule fois par tour. Bon, c'est intéressant pour ébranler l'ennemi, lui mettre des malus ou vous donner les bonus de votre règle d'armée. C'est intéressant pour les empêcher de contrôler les objectifs pendant votre tour ou pendant le tour adverse, puisque vous pouvez les ébranler pendant le tour adverse. Et c'est aussi intéressant pour désébranler vos dogs, ce qui vous permettrait éventuellement de les cibler avec des stratagèmes aussi. Donc, bon, pourquoi pas. Par contre, 2 PC, bon, ça paraît cher pour l'effet, puisque vous forcez un test d'ébranlement, mais c'est tout. Donc 2 PC, je trouve ça un peu cher pour ce que ça fait. Ensuite, on a la rage animale. Pour 1 point de commandement, en phase de tir ennemi ou en phase de mêlée, après qu'un dog ait été détruit, ce dog peut tirer ou combattre sur l'unité qui vient de le détruire, avant de lancer le dé pour savoir si votre dog explose en destruction néfaste ou pas. Vous réduisez la destruction néfaste après les éventuelles consolidations liées à un combat si vous étiez au corps à corps. Donc ça veut dire que vous êtes au corps à corps, l'ennemi vous tape, détruit votre dog, le dog tape en retour, même s'il avait déjà tapé avant, et ensuite l'ennemi consolide, donc potentiellement il s'éloigne de votre dog, et ensuite vous explosez. C'est très très fort, l'ennemi vous tire dessus, vous détruit votre dog, ok, mais vous tirez quand même. L'ennemi vous tape dessus et détruit votre dog, ok, mais vous tapez quand même. Et si vous aviez déjà tapé, alors vous tapez encore, à la phase de combat par exemple, vous pourriez avoir tapé en premier parce que vous avez chargé à votre tour, vous êtes dans le tour adverse, donc c'est vous qui commencez à taper, vous tapez, l'ennemi riposte sur vous s'il lui reste quelque chose, il vous détruit, et vous allez retaper encore dans ce qui vous a cogné. Ça c'est vraiment très très fort, et c'est un excellent stratagème pour un PC. Le suivant, c'est Dog Harasseur. Pour 1 point de commandement, en phase de mouvement ennemi, quand l'ennemi s'approche à 9 pouces de vous avec un mouvement normal d'avance ou de fallback, de repli, vous pouvez faire un mouvement réactif de jusqu'à 6 pouces avec une unité de Dog. Donc potentiellement, vous allez coller 6 dossés sur un objectif que l'adversaire essaierait de prendre. Vous allez vous recacher quelque part pour éviter de vous faire tirer dessus. Vous allez gagner de la portée de charge potentielle. Vous allez bloquer l'ennemi chez lui avec votre gros socle. C'est très utile. Un mouvement réactif sur des unités qui ont des gros socles comme ça, c'est toujours super. Le suivant, c'est Chasseur Rusé. Pour 1 point de commandement, en phase de mouvement Chevalier du Chaos, un dog qui s'est replié peut tirer et charger. Bon ça c'est indispensable, si vous engluez un dog de tir et que vous voulez pas avoir le malus de -1 pour toucher, vous vous repliez, vous tirez. Si vous vous étiez fait charger et que vous voulez taper en premier à votre tour, vous vous repliez, vous chargez. Il y a plein de cas où c'est très très utile, ça vous permet d'être plus flexible et de pas rester bloqué là où vous n'avez pas envie d'être. Enfin, on a la meute encerclante. Pour 1 point de commandement, à la fin de la phase de combat adverse, un dog qui est entièrement à 12 pouces d'un bord de table et pas au corps à corps
peut repartir en réserve. Bon, ce qui est très bien pour cette armée, hein, puisque même si les dogs n'ont pas la frappe en profondeur, vous pouvez quand même les replacer sur des bords de table avec de belles lignes de vue là où vous en avez besoin et shooter, ou même faire de secondaires, puisque n'oubliez pas qu'il faut quand même faire des missions secondaires pour avoir une chance de gagner dans ce jeu. Donc de temps en temps, avoir un petit dog qui est parti dans le bord de table adverse, dans un quart de table où vous en aviez besoin, et c'est toujours très intéressant. Au niveau des améliorations, on a le manteau du tueur de proie. Le marcheur, enfin le War Dog, gagne la règle marcheur super lourd, ce qui lui permet du coup de traverser les murs tranquillement comme un gros. Je pense qu'on le prend à chaque fois pour avoir un dog un peu plus mobile que les autres. Vous avez ensuite hurlement final, désolé pour la qualité patate de la capture. Le porteur va donner la relance des 1 pour blesser en aura à 6 pouces de lui pour tous les autres dogs. Donc ça c'est très utile aussi. Vous allez peut-être vouloir jouer des packs de 2 dogs côte à côte pour avoir votre bonus quand vous chargez avec 2 dogs. Vous avez vu le stratagème qui vous permet de déclencher les critiques sur les 5. Pour avoir les dogs qui tirent sur la même cible, ça peut être intéressant aussi. Donc la relance des blessures de 1, sachant que vous avez quand même des armes qui tirent potentiellement assez fort, où vous allez souvent blesser sur des 3+, ou des 2+, c'est très bon, et c'est une aura, donc si vous avez 3 dogs à proximité, ils ont tous ce bonus aussi. Ensuite, vous avez Prédateur bondissant, le porteur va gagner assaut sur ses armes de tir, ce qui, là encore, vous donne un peu plus de mobilité. Les petits bougent déjà à 12, je crois que les carnivores bougent de 14, la capacité d'avancer et tirer, forcément c'est parfait, donc ça c'est encore bon, je pense que vous prenez. Et la panoplie des chevaliers maudits, le porteur réduit l'APA des attaques qui le ciblent de 1, ça marche contre les attaques de tir et les attaques de corps à corps, donc ça c'est une excellente amélioration que je pense aussi vous allez prendre systématiquement pour un dog un petit peu plus costaud. Bon, si Games Workshop voulait voir moins de dogs sur table, ou avec des listes de 13 dogs sans aucun gros, c'est raté. Ils leur ont encore une fois donné les meilleures règles, je pense, de ce codex. À mon sens, c'est le meilleur détachement du codex. Vous avez touche soutenue sur toutes les attaques des dogs contre une unité ennemie, mais que vous choisissez. Vous avez les meilleurs stratagèmes, je pense, du codex, le mouvement réactif, le retour en réserve, le repli, tir et charge, la consolidation à 6 pouces, la double activation en combat ou au tir. C'est vraiment excellent, les améliorations sont très bonnes. Je pense que c'est le détachement le plus efficace, même avec la réduction d'endurance des petits. Ils coûtent pas très cher, ils sont endurance 9, mouvement 12 ou 14 pouces, 14 PV, sauvegarde à 3, invuln à 5 au tir, OC6, c'est très bon comme profil, même si c'est un petit peu moins bien que ce que vous aviez avant, mais globalement ça reste de très bonnes unités, et donc je pense que en compétitif, c'est le détachement qu'on verra le plus, ou un de ceux qu'on verra le plus, et donc on va continuer à se farcir du spam de War Dog sur la table, ce que je trouve vraiment dommage, mais bon voilà, en tout cas si vous aimez jouer plein de petits, le détachement qui vous permet de faire ça est vraiment excellent. Et le dernier détachement, qui est aussi très bon, c'est la lance infernale. À votre phase de commandement, les gros chevaliers du chaos peuvent décider de faire un élan maléfique. Pour faire ça, vous jetez un test de commandement pour chacun des chevaliers du chaos sur lequel vous souhaitez le faire, vous pouvez le faire sur toute l'armée. Que le test soit réussi ou raté, votre chevalier du chaos est renforcé et pourra donc utiliser ce statut pour déclencher des aptitudes. Si par contre vous avez raté le test, vous êtes renforcé mais vous prenez quand même un des 3 blessures mortelles. Quand vous êtes renforcé, vous choisissez une aptitude à la phase où c'est intéressant pour vous. Vous pouvez choisir la fin impie, ça va vous donner plus 3 pouces à vos mouvements normaux d'avance ou de repli, donc vous cramez cette aptitude en phase de mouvement, et ensuite vous n'êtes plus renforcé, donc vous n'avez pas ce bonus pour toujours. Vous pouvez prendre le pouvoir diabolique, quand vous tirez ou que vous tapez, vous pouvez choisir touche fatale ou touche soutenue. Une fois que vous avez choisi ça, vous l'avez pour toute la phase, et après vous n'êtes plus renforcé. Ou alors vous pouvez prendre endurance surnaturelle, qui vous donne une invulnérable à 5+, et un insensible à la douleur à 6, pour toute la phase. Là encore, à la fin de la phase, vous n'êtes plus renforcé. Au niveau des stratagèmes, pour un PC, vous avez Symbiose Profane. À la fin de n'importe quelle phase, un chevalier du chaos qui n'est pas déjà renforcé peut refaire un élan maléfique. Vous pouvez le faire qu'une fois par round par unité, mais en gros ça vous permet d'avoir un deuxième bonus, même si vous avez déjà utilisé votre élan maléfique plus tôt dans le round. Donc ça veut dire que par exemple, au début de votre tour, vous vous donnez l'élan maléfique, donc vous renforcez un de vos chevaliers. À la phase de mouvement, il se donne plus 3 pouces avec une avance pour traverser les murs. Et à la phase de tir, si vous avez assaut par exemple, vous faites un deuxième élan maléfique pour avoir le droit de tirer avec touche fatale ou touche soutenue
Ou alors, à la phase adverse, puisque c'est à la fin de n'importe quelle phase, dans le tour adverse, quand vous allez vous faire avoiner par un truc que vous aviez pas prévu, vous vous donnez l'invulne à 5 au corps à corps, et vous vous donnez l'insensible à 6, très utile aussi. Ensuite, on a libéré les flammes impies pour un point de commandement à la phase de tir des chevaliers du chaos. Une unité qui est touchée par les tirs d'un chevalier du chaos doit faire un test d'ébranlement. S'il est raté, l'ennemi aura -2 à son mouvement et à sa charge jusqu'à la fin du tour adverse. Bon, c'est intéressant, vous avez des bons malus de commandement, donc si vous n'êtes pas très loin de l'ennemi, vous lui faites -2 au commandement. Le truc, c'est que si vous n'êtes pas très loin de l'ennemi, vous êtes potentiellement à 9 pouces de lui, et donc -2 au mouvement et à la charge, l'ennemi il va bouger de 4 vers vous, il a qu'une charge à 5 à faire, donc une charge à 7. Bon, c'est ratable, mais c'est pas très ratable. Donc bon, c'est toujours un petit pari, mais ça peut avoir son utilité dans certains cas. Ensuite, on a forgé dans les enfers pour un point de commandement en phase de combat. Un chevalier du chaos qui se fait taper dessus va réduire l'APA des attaques ennemies de 1 jusqu'à la fin de la phase. Alors, ça sera pas jusqu'à la fin de la phase, ça sera sur les attaques de l'unité ennemie, puisque la Data Slate a corrigé toutes ces règles qui vous donnent un bonus de PA jusqu'à la fin de la phase. Maintenant, ils ne sont plus que sur les attaques d'une des unités ennemies. Si vous n'avez pas pris l'élan maléfique qui vous donne une invulnérable et un insensible à la douleur, c'est très utile d'avoir un petit bonus de PA, ça vous donne un équivalent de sauvegarde à 2+, de base, et ensuite vous appliquez la PA ennemie, donc c'est toujours très bien. Ensuite, on a la vision Warp pour un PC en phase de tir chevalier du chaos. Vous allez gagner ignore le couvert sur toutes les armes de la figurine. Bon bah très bien, hein, vous avez pris des autocanons, des canons rotatifs, des choses comme ça, qui sont PA-1. En général, il y a toujours un bout de figurine qui est à couvert. Bon bah là, c'est pas le cas et vous gardez votre PA. Ou alors, quand vous tirez avec un gros canon sur un véhicule qui était à peine visible, et ben vous perdez pas un point à votre PA. Donc c'est toujours bon à prendre aussi. Ensuite, on a corruption pour un point de commandement en phase de commandement. Quand un personnage chevalier du chaos fait un élan maléfique, vous pouvez rendre un objectif sticky, donc vous en gardez le contrôle jusqu'à ce que l'adversaire vous le reprenne. Bon, bah ça c'est très bien. De toute façon, vous allez les faire, ces élans maléfiques, je pense que vous allez les faire sur quasiment toute l'armée. Donc vous n'allez pas trop vous poser de questions. Oui, vous risquez de prendre un des 3 blessures mortelles, mais globalement vous avez des commandements assez élevés. Donc pour les bonus que ça vous donne, ça vaut le coup. Donc vous ferez votre élan maléfique sur les objectifs et donc vous pourrez en garder le contrôle. C'est crucial pour cette armée de pouvoir se barrer des objectifs sans rester coincé dessus. Enfin, on a renforcement diabolique pour un point de commandement. À la phase de tir adverse, un chevalier du chaos va gagner une invulnérable à 4+, contre les attaques jusqu'à la fin de la phase. Donc bah c'est bien, ça vous donne un truc pour tanker encore en plus de ce que vous aviez déjà avec le -1 PA, avec l'invulne à 5 et l'insensible à 6. Bah là vous avez une invulne à 4. Donc si vous aviez fait l'élan maléfique pour avoir une 5+ au corps à corps, mais que vous voulez mieux tanker au tir, et ben vous avez la 4+ invulnérable et l'insensible à la douleur à 6, et à votre phase de corps à corps, vous pouvez vous garder le bonus, donc c'est bien. Au niveau des améliorations, on a Chevalier Diabolus, ça vous donne 1 à la capacité de combat du porteur, et vous gagnez aussi Lance si vous avez utilisé l'élan maléfique qui vous donne touche fatale ou touche soutenue. Donc ça veut dire que vous allez charger, vous allez blesser à +1 sur des armes qui blessent quand même beaucoup de choses à 3+ ou 2+, et en plus vous allez avoir touche fatale ou touche soutenue. Bon, très bien. Vous avez ensuite Machine Blasphématoire qui va vous donner 2 points de vie supplémentaires sur votre figurine, et en plus il peut relancer les tests de commandement pour éviter les blessures mortelles quand vous faites un élan maléfique. Bon bah, vous avez un détachement qui tank déjà très bien. Avoir 2 points de vie en plus, ça vous amène quand même un chevalier tyran à 30 PV ou n'importe quel autre gros chevalier à 28. Et la capacité de ne pas prendre de blessures mortelles en relançant votre dé, c'est toujours très bon à prendre aussi, donc excellente amélioration. Ensuite, on a la fusion de chair-métal. Le porteur va gagner +1 à son endurance, et s'il utilise l'aptitude de résistance surnaturelle, donc pour avoir l'invulne à 5 et l'insensible à 6, il aura +1 à sa sauvegarde contre les attaques de dégâts 1, tant que cette aptitude est active. Donc ça veut dire que vous avez une endurance à 12 sur des gros chevaliers ou à 13 sur le tyran, avec une sauvegarde à 2+ contre les dégâts 1, et une invulnérable à 5 contre tout, et un insensible à 6 sur cette phase-là, quand vous activez tous les bonus en même temps. Donc ça vous donne un chevalier encore plus costaud. Et enfin, vous avez l'aspect bestial. Le porteur va gagner assaut sur ses armes de tir. Et quand vous utilisez la fin impie, vous pouvez utiliser tous les modificateurs à votre mouvement
ou à votre jet d'avance. Bon, ça c'est pas mal pour gagner en mobilité. Assaut, c'est toujours intéressant, hein, pouvoir bouger, sachant que vous pouvez traverser les murs avec les gros, bouger, puis tirer, bouger plus vite, puis tirer, c'est toujours très très cool, donc bien. Alors, à mon sens, c'est potentiellement le meilleur détachement du codex, peut-être au coude à coude avec celui qui booste les dogs. Vous avez de très gros bonus en échange de D3 blessures mortelles potentielles, mais vous avez un commandement de 6 sur les gros et de 7 sur les petits. Donc vous avez 50% de chance sur les petits de réussir et plus que ça sur les gros. C'est des très très bons stratagèmes que vous avez là pour rendre vos chevaliers du chaos vraiment solides. Et en plus, vous avez la capacité d'avoir de la létalité avec touche soutenue ou touche fatale. Les stratagèmes et les améliorations sont vraiment faits pour mieux tanker, mieux résister. C'est un détachement qui est versatile, qui tire très fort, qui tape très fort, qui bouge très bien, qui tank très bien. Il a tous les outils, vous n'avez pas de tricks de jeu, c'est un détachement où vous traversez les murs plus vite, vous vous collez sur les objectifs et vous avoinez avec touche fatale et touche soutenue, vous mettez du sticky, vous continuez à avancer et quand l'ennemi essaie de vous tirer dessus, vous vous défendez correctement aussi. C'est un très très bon détachement. Je pense que celui-là et celui des dogs, c'est ceux qu'on verra sans doute le plus. Et dans celui-là, vous pouvez jouer à la fois des dogs et à la fois des gros. Les gros prendront les améliorations et les petits auront tous les petits bonus aussi. Hein. Ils peuvent se permettre de prendre les D3 blessures mortelles aussi avec l'augmentation du nombre de points de vie qu'ils ont eu sur leur fiche d'unité. On passe maintenant au datasheet, on va commencer par le Ruinator, le nouveau chevalier que moi je trouve très bien, il coûte a priori 375 points de ce que j'ai pu trouver, j'ai trouvé des points pour toutes les unités sauf le pillard, il a 10 de mouvement, 11 d'endurance, sauvegarde à 3, invuln à 5, 26 PV, commandement A6 et OC 10. Au début de la bataille, vous lui choisissez une unité ennemie qui sera sa victime. À chaque fois que vous attaquez cette victime, vous relancez le jet pour blesser. Et quand vous détruisez cette unité, vous pouvez choisir une autre victime. Donc ça veut dire que concrètement, toute la partie, vu que ça se fait au début du premier round de bataille, vous allez toujours choisir un truc qu'il a une chance de pouvoir attaquer. Et donc quasiment toute la partie va relancer ses blessures. En plus, quand des dogs sont à 9 pouces de lui, et je rappelle que ça peut augmenter à 12 avec la bonne aptitude dans la règle d'armée, il donne plus 1 à l'APA à ces dogs quand ils attaquent leur cible la plus proche, ce qui veut dire que vous allez shooter avec des fuseurs PA-5, des canons rotatifs ou autocanons PA-2, au corps à corps les dogs passeront PA-3 ou -4, et même ceux qui n'ont pas d'armes de corps à corps vont commencer à taper PA-1 avec leur patoun force 6, ce qui peut quand même faire des dégâts. Au tir, il a un lance-flamme qui tire à 18 pouces, qui ignore le couvert évidemment, 2d6 attaques, force 8, PA-1, dégâts 2, et il a des missiles, 2d6 attaques plus déflagration, force 8, PA-2, dégâts 2. Donc c'est un massacreur de profil type Space Marine et Elite. Et en plus de ça au corps à corps, c'est soit 4 attaques anti-monstres et véhicules 2+, force 14, PA-3, dégâts 6, et ou alors vous faites le profil sweep, 10 attaques, force 9, PA-2, dégâts 2. Donc il va vous massacrer toute l'élite, et en plus il va vous booster vos figurines autour. Je pense que celui-là est vraiment très bien pour les points, et honnêtement, même dans des détachements où vous voulez jouer surtout des dogs, il a quand même un intérêt parce qu'il vous booste quand même une partie de votre armée. C'est pas inintéressant. En plus, dans le détachement d'index, vous pouvez utiliser cette aura n'importe où sur la table pour un PC avec le stratagème qui va bien. Donc je trouve qu'il est vraiment vraiment bien celui-là. Alors le pillard, c'est la version customisable. Celui-là, j'ai pas trouvé les points qu'il va coûter. A priori, il doit être aux alentours de 400, probablement un petit peu en dessous de 400, vu le prix de tous les autres gros. Il a le même profil, donc mouvement 10, endurance 11, 26 PV, etc. Les dogs à 9 pouces de lui, et donc potentiellement à 12 pouces avec la règle d'armée, gagnent 1 à leur OC et leur commandement. Donc ils passent en commandement 6 et OC 7. Très utile dans le détachement lance infernale pour ne pas vous prendre des blessures mortelles sur vos petits dogs. Et en plus, à chaque activation, il relance une touche ou une blessure, ce qui lui permet de stabiliser un peu ses dégâts. Il est totalement customisable, vous pouvez lui mettre un fuseur ou une mitrailleuse, vous pouvez lui mettre une griffe de corps à corps ou le canon thermal, ou alors combo Gatling lance-flamme, ou canon de bataille et mitrailleuse, vous pouvez lui mettre la tronçonneuse ou un canon thermal, ou alors une Gatling et un lance-flamme, ou un battle canon et mitrailleuse, donc il peut avoir 2 fois la même arme plus plein de petits tirs, il peut avoir une arme de corps à corps, une arme de tir lourd, enfin, vous avez vraiment beaucoup de choix. Sa règle incite quand même à plutôt prendre des armes qui ont peu d'attaque mais qui tirent fort. Donc moi j'aurais tendance à lui coller des canons thermiques parce que du coup la relance de la blessure sur un truc qui va blesser relativement facilement, la relance de la touche sur un faible volume d'attaque quand vous avez qu'une touche à relancer, c'est toujours intéressant. Si vous prenez les battle canons, c'est aussi très bien. Vous avez beaucoup de volume avec du déflagration, etc. et du tir rapide. Maintenant, vous relancez qu'une touche ou une blessure, donc c'est peut-être pas aussi intéressant pour lui.
On a ensuite le Profanateur à 390 points. Lui, il va gagner blessure dévastatrice contre les monstres et les véhicules, mais seulement au tir. Et en plus, à 9 pouces autour de lui, il donne la relance des 1 pour toucher au dog, donc là encore potentiellement à 12 pouces autour de lui. Au tir, il a un gros laser, force 18, PA-4, dégâts D6 plus 3 avec 3 attaques, et il a une petite mitrailleuse. Au corps à corps, il a quand même sa tronçonneuse, avec son profil sweep ou strike, qui tape quand même relativement fort, hein, 4 attaques, force 14, PA-4, dégâts 6, ou 12 attaques, force 9, PA-3, dégâts 2. Il peut remplacer ça par une griffe, qui tape encore plus fort, mais avec un petit peu moins d'attaque sur le profil de sweep et un petit peu moins de PA. Je pense que c'est votre pièce anti-véhicule, anti-monstre. Évidemment, avec les blessures dévastatrices sur ce type d'arme au tir, c'est pas ridicule. Maintenant, il a que 3 attaques, il touche quand même à 2+. Donner la relance des 1, c'est bien. Je suis pas sûr que vous luttiez vraiment en chevalier du chaos pour tuer des monstres et des véhicules. Et donc, je pense qu'il y a certaines pièces qui sont un petit peu plus intéressantes que celle-ci. Le gros laser à 72 pouces, si vous avez des lignes de vue sur toute la table, c'est plutôt sympa quand même. Donc, il est pas mauvais. Ensuite, on a le Saccageur à 400 points. Lui, il va gagner blessure dévastatrice quand il charge, au lieu de gagner touche soutenue comme il avait avant. Par contre, il a perdu l'avance et charge, et il va lui aussi donner la relance des 1 pour toucher au dog à 9 pouces de lui. Au corps à corps, il a la tronçonneuse ou la griffe, comme on l'a vu précédemment, et il a que une petite mitrailleuse. C'est votre pièce de corps à corps de l'armée. Maintenant, le problème, c'était jamais de tuer ce qui touchait. Qu'il ait touche soutenue ou blessure dévastatrice, c'était pas un problème. De toute façon, il tuait tout ce qu'il tapait. 18 attaques à 2+, avec touche soutenue 1, force 9, PA-3, dégâts 2. Il tue n'importe quel pack de Space Marine, voire de Terminator. Et 6 attaques de force 14, PA-4, dégâts 6, ou 6 attaques de force 20, PA-3, dégâts 8. Il vous tue n'importe quel véhicule sans se poser de questions. Donc blessure dévastatrice, ça lui sert à rien. Son problème, c'était qu'il fallait qu'il arrive au corps à corps. Et c'était l'avancée charge qui était utile pour ça. Maintenant, il l'a plus. Donc je pense qu'à 400 points, il est cher pour ce qu'il donne. C'est pas une mauvaise pièce, mais c'est un nerf clairement par rapport à comment il était avant. Ensuite, on a l'Abominable, qui lui, a priori, est à 405 points. C'est toujours le chevalier Psyker. Donc, au début de votre phase Psy, vous choisissez une unité ennemie à 24 pouces et visible, et vous lui forcez un test d'ébranlement. Ce qui, elle sera potentiellement pas dans vos auras de commandement en malus, mais par contre, ça peut vous donner le +1 pour le blesser, par exemple, si vous avez cette règle-là. Et à la fin de la phase de mouvement, vous allez lancer un D6 pour chaque unité ennemie à 9 pouces de cette figurine. Et sur un 3+, elle va prendre un des 3 blessures mortelles. Donc c'est quand même un socle monumental sur ce bonhomme. Alors c'est pas une aptitude d'aura, donc les 9 pouces ne sont pas augmentés par votre règle d'armée. Par contre, 9 pouces autour de ce socle-là, vous allez faire des blessures mortelles sur une grosse partie de l'armée ennemie. Au tir, il a une mitrailleuse et un combustor qui fait 12 attaques, force 10, PA 0, dégâts 3. Et puis, au corps à corps, il a 3 attaques de force 8, PA-1, dégâts 2, et aussi 9 attaques de force 10, PA-2, dégâts 3, avec touche soutenue. Je pense qu'il est intéressant pour synergiser avec la règle d'armée, ébranler des trucs, vous donner des bonus ou leur donner des malus. Les blessures mortelles autour de lui, ça va être bien. Je pense que vous avez peut-être envie de le jouer dans des détachements où vous pouvez buffer sa résistance. Si vous pouvez lui coller des améliorations pour qu'il gagne de l'endurance, par exemple, je crois que c'est en Seigneur de la Terreur, pour qu'il gagne de l'endurance ou qu'il ait une meilleure sauvegarde, ou dans le détachement Lance Infernale où vous pouvez lui donner un invulnérable à 5 même contre le corps à corps et un insensible à 6. Je pense que c'est plutôt dans ce cadre-là que vous allez jouer parce que vous allez avoir envie de le mettre collé à l'ennemi et balancer des BM, et en plus il va shooter quand même relativement fort, vous tapez relativement fort, donc c'est un bon massacreur de horde globalement, et au corps à corps il s'en sort quand même très bien contre de l'élite. Le chevalier tyran, alors lui, il est très décevant à mon sens, il coûte 435 points a priori, endurance 12, bouche K 8, 28 PV, sauvegarde à 3, vulna 5 contre le tir, plus de sauvegarde à 2 comme avant, de mémoire il avait une sauvegarde à 2, commandement 6 et OC 10 aussi, il va donner le bénéfice du couvert à 6 pouces au dog autour de lui, donc potentiellement à 9 avec la règle d'armée, c'est négligeable, et il en empêche les arrivées des réserves à 12 pouces, ce qui fait effectivement une énorme bulle puisque c'est un énorme socle. Au tir, il a une lance qui fait D3 attaques de force 20, PA-5, dégâts D6 plus 8, déflagration. Il a un canon ectoplasma qui fait D6 plus 3 attaques, qui est force 8, PA-2, dégâts 2, déflagration. Ou alors force 9, PA-3, dégâts 3 si vous le mettez en à risque. Il a 2 lance-missiles, force 12, PA-6, dégâts D6 plus 1, anti-titanesque et blessure dévastatrice. Il a un canon profanateur, il a 2 fuseurs. Il peut remplacer une partie de ses armes par d'autres trucs. Bon, c'est une énorme plateforme de tir qui va laver beaucoup de choses. La problématique, c'est qu'il aura pas les lignes de vue sur tout ce qu'il veut toucher, et s'il tire avec toutes ses armes sur la même chose, c'est complètement overkill et il va gâcher la moitié de ses tirs.
Et en plus, bah, les bonus qu'il donne sont pas forcément hallucinants. Pour le coup, en points, je pense pas que celui-là il soit vraiment très très intéressant. À mon sens, bon, ça vaut pas forcément le coup. Je préfère les autres plus petits, qui bougent un peu mieux, qui ont des bonus plus intéressants pour les dogs, et qui de toute façon, quand ils tirent sur un véhicule, s'ils sont faits pour tirer sur les véhicules, ils vont le tuer, donc c'est pas trop grave. Maintenant pour les dogs, on commence par le dog chasseur, qui lui est à 150 points, il bouge à 12 pouces, donc évidemment ils sont passés endurance 9 et 14 PV au lieu de endurance 10, 12 PV, toujours la sauvegarde à 3 et l'invuln à 5 contre les tirs, par contre ils sont OC 6 au lieu de OC 8. Les dogs chasseurs vont relancer les blessures contre les monstres et les véhicules. Avant de mémoire ils relançaient les 1 pour blesser et les jets de dégâts de 1, là maintenant vous relancez juste le jet de blessure, ce qui je pense est plutôt mieux. Sachant que par contre la lance est passée en portée 18 pouces, ce qui fait que quand il arrive des réserves à 9 pouces de l'ennemi, il n'est plus à portée de fusion 4, donc ça va quand même réduire de beaucoup leur potentiel de dégâts sur des arrivées depuis les bords de table. Au corps à corps, ça tabasse un petit peu aussi. Pour 150 points, je pense qu'il est toujours intéressant. Je pense qu'il fait toujours mal. Maintenant, c'est vrai que ça fait la perte de la portée de tir fait quand même un petit peu mal pour avoir vraiment des frappes stables. Maintenant, la relance des blessures vous permet quand même peut-être de garantir que vos 2 tirs vont toucher correctement. Bon, enfin, ou en tout cas blesser correctement. À voir. Le dog exécuteur, lui, coûte 150 points, c'est le même profil que le précédent, il a plus 1 pour toucher sur les unités en dessous de leur demi-force, et quand il détruit une unité au tir ou au corps à corps, peu importe, les autres unités ennemies à 3 pouces font un test d'ébranlement. Bon, c'est la même règle qu'avant, sauf qu'il a gagné la capacité de forcer les tests d'ébranlement, ce qui combotte avec la règle d'armée, donc c'est pas plus mal. Au tir, c'est une mitrailleuse ou un fuseur, et 2 autocanons, donc ça fait un total de 8 attaques à 3+, force 9, PA-1, dégâts 3. Il est intéressant, je pense, en milieu de partie. Vous pouvez le laisser au début pour tenir un objectif, si vous êtes dans un détachement qui n'a pas le sticky objectif. Et puis en milieu de partie, vous pouvez ramener un chevalier ou un dog qui est bien blessé et le mettre sur un objectif pour le tenir, et vous envoyez celui-là à la place pour aller finir les trucs qui sont un peu abîmés. D'autant plus que la PA-1 de l'autocanon peut maintenant être boostée par le Ruinator pour être un petit peu plus efficace, et donc passer en PA-2. Vous avez aussi dans certains détachements des stratagèmes pour ignorer le couvert. Donc, il est pas mauvais, à 150 points, ça va. Le dog rabatteur, lui, est passé à 145 points. Il a éclaireur 6 pouces, par contre, il est plus personnage. De mémoire, il avait le mot-clé personnage avant, mais je me trompe peut-être. Il a Scout 6, donc ça c'est bien, ça vous donne une unité qui a Scout 6 dans votre armée, ce qui est toujours cool si vous avez le premier tour. Il a aussi plus 1 pour blesser contre les unités ennemies qui sont à plus de 6 pouces des autres unités ennemies. Et il a un canon Avenger ou une lance-fuseur, qui du coup est elle aussi passée à 18 pouces de portée, et ensuite mitrailleuse ou lance-missile, et au corps à corps il a la griffe, force 12, PA-3, dégâts 6+2, ou la serre tronçonneuse, qui a un profil de strike un petit peu plus faible que la griffe, et sinon il a quand même un profil de sweep qui est plutôt anti-infanterie. Je pense que c'est un bon candidat pour la règle de retour en réserve du détachement des dogs, parce que vous le faites revenir en réserve, vous le ramenez sur la table à portée d'une unité qui est isolée, et vous la blessez à plus 1 avec un bon volume de tir, avec le canon rotatif. Je pense que c'est pas mal, ça peut être intéressant. Maintenant ça reste du dégât 1, PA-1, à moins que vous ayez un boost de PA du Ruinator à côté pour le passer en PA-2, je sais pas si c'est vraiment fascinant. Et pour la lance-fuseur, vous en avez déjà avec d'autres dogs, donc bon, à voir. Celui-là, il est bien pour son scout, c'est ça qui est intéressant pour lui. Et ensuite, vous avez le dog carnivore qui lui bouge à 14 pouces. Il relance les jets d'avance et les jets de charge, au lieu de seulement relancer les jets de charge. Pourquoi pas. Au tir, il a une mitrailleuse ou un lance-missile AVOC, et au corps à corps, il a la griffe et la serre tronçonneuse, donc il peut choisir avec quoi il veut taper, soit 12 attaques de force 8, PA-2 dégâts avec touche soutenue, soit 6 attaques de force 12, PA-3, dégâts des 6+2. Par contre, il est passé en touche à 3+ au corps à corps, alors que de mémoire, il était en 2+. Il a aussi perdu le profil de strike sur sa serre, mais ce profil ne servait à rien, puisqu'il était moins bon que le profil de l'autre arme, qui était vraiment anti-véhicule. Je pense qu'il est un peu moins intéressant qu'avant, parce qu'il touche moins bien. Maintenant, il reste quand même très violent contre toutes les cibles au corps à corps, que ça soit du véhicule ou de l'infanterie. Il a concrètement 6 attaques de canon laser au corps à corps, et puis si vous voulez tuer de l'infanterie, il a quand même 12 attaques de dégâts, donc il peut vous tuer quand même un volume de figurines non négligeable. Donc pour 140 points, c'est le moins cher, et je pense qu'il est pas si mal. Et enfin, vous avez le dog brigand à 145 points, qui a le même profil que les autres, avec un mouvement de 12. Il ignore le couvert quand il tire sur des objectifs, ce qui, avant il avait plus 1 PA quand il tirait sur la cible la plus proche.
ignorer le couvert sur les objectifs, bah les objectifs ils sont quand même quasiment jamais à couvert, donc à moins que l'ennemi ait laissé un bonhomme dans une ruine et ait mis le reste de l'unité pour garder le couvert, cette règle ne sert pas à grand chose. Au tir, il a un canon Avenger rotatif, et une lance-fuseur, plus une petite mitrailleuse ou le lance-missile Avoc. Il touche aussi à 3+ au tir. Je pense qu'il est beaucoup moins bon qu'avant à 145 points. Le buff du Ruinator peut le rendre vraiment intéressant pour lui redonner son plus 1 PA et ignore le couvert. Maintenant, à 145 points, je pense que les autres sont mieux que lui et je sais pas si on va autant avoir envie de le sortir. Son avantage, c'est les 2 armes de tir variées qui permettent de cibler à la fois un peu d'infanterie et à la fois un véhicule. Mais bon, la portée de la lance ayant été réduite, et il a plus son bonus natif de plus 1 à la PA, ça veut dire que vous devez le faire accompagner par un Ruinator. Je sais pas, je le trouve moins intéressant celui-là. Bon, au final, ce codex, j'ai vu beaucoup de ouin-ouin en ligne, de gens qui étaient vraiment ultra défaitistes. Moi je trouve qu'au contraire, il est vraiment, vraiment cool. Alors oui, les chevaliers, les gros, sont peut-être pas au niveau de ce qu'on voudrait voir sur la table pour des figurines de cette taille-là. Ça, je peux le comprendre, je peux l'entendre. Maintenant, le codex, il vous permet de jouer à la fois des gros, il vous permet de jouer à la fois que des petits, il vous permet de jouer un mix des deux. Tous les détachements sont fun et fonctionnels, même si en tournoi, je pense que le spam de dog reste la meilleure option. Mais en amical, vous pouvez tout jouer. Votre adversaire est peut-être un petit peu moins frustré parce que le stat check est un petit peu moins violent pour lui. Même si au final, du coup, vous vous ferez moins pinguer par des petites armes d'infanterie avec des touches fatales, dégâts 1 parce que vous avez plus de PV. Je trouve qu'ils ont bien géré, et j'ai pas parlé des alliés, mais c'est vrai que vous pouvez aussi toujours prendre ces chevaliers du chaos en alliés, et je pense qu'il y en a plusieurs qui vous donnent envie, pour faire des listes Space Marine du chaos, des listes démons, avec un gros chevalier qui peut vous buffer, vous pouvez synergiser avec ce qui balance des tests d'ébranlement, avec ce qui balance des blessures mortelles, il y a plein de trucs cool que vous pouvez faire pour avoir une grosse pièce violente. Moi, je pense au Emperor's Children, où vous avez pas de pièces anti-véhicules, vraiment, il y en a pas beaucoup. Vous prenez un gros chevalier ou 2 petits ou 3 petits qui ont des armes anti-véhicules un peu violentes, vous comblez le trou dans notre armée avec des trucs qui sont quand même toujours intéressants. Je trouve qu'ils ont vraiment fait le boulot, donc j'avoue le défaitisme que j'ai vu en ligne me paraît assez surprenant, parce qu'au contraire, je trouve que l'armée s'intègre beaucoup mieux dans le jeu maintenant qu'avec cet abominable stat check qui, en gros, si vous étiez prêt à l'affronter, vous aviez gagné, si vous étiez pas prêt, vous pouvez rien leur faire. Là, c'est plus le cas. Là, vous avez quand même des paliers qui sont un petit peu plus faciles à atteindre, et en même temps, vous êtes quand même plus résistant sur les petits dégâts inutiles. Donc, je sais pas, je trouve qu'ils ont fait un bon boulot, je trouve que c'est bien. Moi, je suis assez satisfait de ce truc, et honnêtement, ça pourrait me donner envie d'acheter un chevalier du chaos pour mon armée Emperor's Children, pour faire mumuse avec ça, quoi. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Bon, voilà en tout cas pour cette vidéo. Je vous rappelle que je suis partenaire de MyHobbyPlace. Vous avez le lien ici ou dans la description. Vous connaissez le principe, vous payez moins cher que sur le site de Games Workshop pour les mêmes produits. Et au moment où vous validez votre panier, vous sélectionnez ma chaîne. Ça me reverse une petite partie des sous qui auraient dû aller à MyHobbyPlace. Ça permet de soutenir la chaîne. Et évidemment, c'est toujours bon à prendre. Donc si vous faites vos emplettes, n'hésitez pas. Vous cliquez sur ma petite chaîne qui est tout en bas de la liste. Et puis, vous me permettrez de continuer à faire ces vidéos. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!